Bonsoir, bonjour, c'est Aidé Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, l'état de siège au Kivu et à Ituri, une réussite ou bien un échec dans sa mission. Des débats, oyo bazolo basoko état de siège, eza réussite ou bien échec, moto peli na plateau bandeko. Toko yoka, ba politicien ou akoya koloba pe boyoka, ba question ba congolais ba kotuna yi. Bandeko mususu, ba lobi penaki haute trahison ezali na l'est. Donc état de siège pende ezaki na omabiti. Mais haute trahison, parce que bat musu bazana ba cop na bango, bandeko problème à est très compliqué. Le chef de l'État avait pris une bonne décision pour l'état de siège. Batu nyonso ba sepela kinango. Mais na suka et comme penado ozomona ke batu kutu bakumo kufe bele mais et bimisi ba sekele bele. Il y a eu plusieurs arrestations. Bakangi batebele bandeko nanga ondimati. Alors commentaire ya mingi tokosala après toyoka nanu ndenge makamango eleki na plateau po eza ya kuinda moto epeli ozoka nde bato bazoganga ozokompara moto oyo oyo azoganga aza pena ya opposition oyo aza ne kote ya donc bato na bato donc oyoka nde moto epeli alors politicien dû ma question na mais il était aussi clair amei ko expliquer que avant état de siège bato bazali kokufa. Après état de siège, bato bazo continuer ka kokufa. Alors, bazo moi lokola kezo marché. Donc, selon y est expert Boroyo Kabango. Alors, après mission à Samalukonde, il était à l'est, Bissonyo Stoyebi. Alors, il est revenu. Selon plusieurs observateurs, les résultats des opérations de la traque et neutralisation des groupes armés dans l'est de la RDC, spécifiquement au nord Kivu en Ituri, est peu positif malgré l'état de siège décrété il y a plus d'une année. Plusieurs missions d'évaluation ont été menées par le gouvernement, mais sans suite. Faut-il arrêter l'état de siège? Que faire des animateurs de l'état de siège qui ont failli à la mission, leur confiée par des chefs de l'État? Alors, ce constamment, le Boya Kachema, vraiment, va travailler. Mission. Est-ce que l'État de siège marché? Ministre de la Défense, chef d'état-major, Batouana Nyos. Alors, et là, on va considérer que Ezana, Makamo a clair Tenakati. Alors, Bandeko, avant de me le débat, moutou invité Aza, carrière moutou politicien, mais Aza membre ya Mouzito. Ya membre ya Nouvel Élan. Vous comprenez quand mouta Mouzito moutaza na plateau. Vous comprenez quand nini oye kubima. Alors, beaucoup yoka ne ba otire ba question. Donc mouto ba bengisi. Oazo la na aloma comme état de siège. Azaya Nouvel Élan de Mouzito. Alors, Toyoka, bongo, to continue mission na biso. Selon plusieurs observateurs, le résultat des opérations de la traque et neutralisation des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, spécifiquement au nord Kivu et en Ituri, est peu positif malgré l'état de siège décrété il y a plus d'une année. Plusieurs missions d'évaluation ont été menées par le gouvernement, mais sans suite, et on signale déjà que dans les prochains jours, il sera reçu en Ituri le Premier ministre Sama Lukonde. Faut-il arrêter l'état de siège et que faire des animateurs de l'état de siège et qui ont failli à la mission, selon plusieurs observateurs, leur confiée par le chef de l'État conformément aux dispositions des articles 38, 39, 40, 41 et 44 du Code pénal. Alors, Jean-Claude Siala et Viviane Mouniere-Kadna concourent à la production et la réalisation de ces programmes, coordonnés et présentés par votre serviteur J.R. Lungembo Loabung Anji. Bienvenue à tous. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie. Voilà, une fois encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Sylvain Aguenoro, vous êtes avec nous en ligne. Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ONG, les ambassadeurs de bonne volonté, chercheur en matière de sécurité, analyste politique et également cadre du Nouvel Élan. Vous êtes avec nous d'entrée de jeu. Est-ce que c'est confirmé que le Premier ministre sera à Ituri? Nous avons suivi comme tout le monde, mais avant d'aller très loin, je voudrais saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Radio Okapi. Nous avons suivi comme tout le monde que le Premier ministre sera encore à Ituri. On suppose que c'est pour faire suivi des opérations de l'état de siège. L'opinion se pose beaucoup de questions au regard de certaines observations déjà faites, non seulement par la population à travers les structures citoyennes dont la société civile, mais aussi par la classe politique congolaise en général et spécialement celle de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais ce qui étonne, c'est que on semble ne pas gérer la République, puisque lorsque on a donné une mission, et surtout, comme vous le savez, l'état de siège est une situation particulière. Ce n'est pas une situation habituelle. Et donc, la population attend le Premier ministre, mais je crois que dans une déception. Puisque je dois ici dire clairement que lorsqu'on a décrété l'état de siège, on a vu dans l'opinion l'espoir que les gens avaient dans cette décision. Mais malheureusement, au fur et à mesure que cette décision du président de la République était en train d'être corrompue par les résultats qui n'étaient pas positifs, eh bien, la population se retrouve totalement déçue et abandonnée. Donc pour moi, j'allais même dire, pour cette question, l'arrivée du Premier ministre n'est pas assez importante. C'est un non-événement selon vous? Ce n'est pas important, c'est un non-événement. La chose, c'est de prendre des décisions d'État au niveau du gouvernement central. Ça ne pas venir à Ituri évaluer déjà des choses qui sont connues. Écoutez, je l'ai dit au début de cette émission, le président de la République qui a pris cette décision, je suppose qu'il avait tous les éléments nécessaires qui pouvaient accompagner les animateurs de l'état de siège, j'ai dit ici l'Ituri et le Nord Kivu, arriver au résultat. Curieusement, on se rend compte qu'apparemment la décision a été prise dans l'impréparation, ce qui n'est pas bon. Puisque, écoutez, plus d'une année, on ne sait pas éradiquer les groupes armés et pratiquement on tombe. Oui, mais selon certains confrères, on est déjà dans un rapport déjà établi, au moins 2563 civils qui ont été tués par des bandes armées, et l'état de siège lui-même a été prorogé à 23 reprises, donc à ces jours. Tout à fait, et je pense que ce que nous n'avons pas peut-être compris dès le début, c'est que nous avons pris l'état de siège comme l'état normal. Et c'est une aberration. Ici, les gens devraient comprendre. Et surtout, le premier citoyen de ce pays qui a pris cette décision. Mais comment comprendre que c'est un état normal? Parce que il y a des militaires qui sont à la tête de ces deux provinces, Nord Kivu et Ituri. Vous voulez dire que ces derniers s'est comportés comme des gouverneurs civils? Vous savez, M. Gerf, si votre mémoire est bonne, nous sommes en Ituri. M. Bamanissa, gouverneur de la province de l'Ituri, avait entamé des négociations avec les groupes armés, mais aussi les communautés. Il y a eu des conférences intracommunautés, et ces conférences, je pense, ont été conduites par l'idée du dialogue qui doit être permanent lorsqu'il y a un problème. Ça, c'est de deux. Le gouverneur civil, à l'époque, j'ai dit pour l'Ituri, le gouverneur Bamanissa, et pour le Nord Kivu, M. Kassivita, ils avaient des approches de dialogue en tant que des civils à la tête des entités. Et ils étaient en train de diriger la province, mais avec des officiers militaires dans leur domaine. Et donc, ils n'avaient pas toutes les amabilités qu'ont les militaires aujourd'hui à tête de ces provinces-là. Comment comprendre aujourd'hui que les gens qui ont réussi une mission spécifique, celle d'éradiquer ou de neutraliser complètement les groupes armés, tombent dans les mêmes pratiques que les gouverneurs civils? Eh bien, donc, il n'y a pas une différence. Juste ce qu'on a fait, on prend une décision, mais avec d'autres hommes
malheureusement avec les mêmes. Alors, il a été annoncé l'organisation d'une table ronde qui, au fait, mettra aux prises les gouvernements, les députés nationaux et également l'armée, les services de sécurité, et pour proposer des mesures qui vont permettre d'aller vers la paix. Alors, quelle est votre idée par rapport à ce qui a été annoncé par le chef de l'État, lorsqu'on évaluait d'ailleurs l'état des sièges une année après? Lorsqu'on dirige une nation, on ne tâtonne pas. Je dois ici dire sincèrement que les habitudes que nous sommes en train d'observer actuellement, il me semble que ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui sont en train de tâtonner. Tenez, la première chose, quand on décide d'inaction, c'est que les moyens sont disponibles et déjà on a une idée sur le résultat à atteindre. D, on a mesurer toutes les conséquences de la décision prise. Et 3, on sait avoir une décision de l'échange si la première décision prise n'a pas donné les fruits. Mais est-ce que pour ça, il faut encore des conciliables? Est-ce que pour ça, il faut encore des rencontres? Écoutez, l'architecture de notre État est claire selon notre Constitution. Le président a un rôle, l'Assemblée nationale, disons, le Parlement a un rôle, et c'est dans cette logique que nos institutions fonctionnent. Ce n'est pas à travers des petites réunions extraordinaires, en dehors du fonctionnement normal et régulier des institutions, qu'on va décider du sort d'un pays. Alors, ceux qui estiment qu'il va falloir sanctionner les animateurs de l'état des sièges, vous partagez cet avis? Je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises. Peut-être pour les gens qui ne le savent pas, les gouverneurs militaires qui sont en tête de nos entités, ça veut dire de nos provinces, les sont, d'abord militaires et de deux, politiques. Mais lorsqu'on leur donne une mission spécifique, lisez l'ordonnance décrétant l'état de siège, on donne mandat au gouverneur militaire de protéger, de neutraliser les groupes armés. C'est ça la mission principale. Pourquoi neutraliser les groupes armés? Il faut y penser, il faut y réfléchir. Pour que les populations ne subissent pas les atrocités que nous subissons aujourd'hui. Et par malheur, je vais vous dire à travers cette émission, depuis qu'on a décrété l'état de siège, vous avez appris qu'on a attaqué des camps de déplacés. Et on a tué des gens, des centaines. Vous avez appris depuis qu'on a décrété l'état de siège, on a pris des gens en otage. Mais on s'est dit, vous avez rappelé très bien les articles 38, 39, 40, 41 jusqu'à 144 du code pénal militaire. Les officiers commis dans les opérations ont la responsabilité de protéger les citoyens et leurs biens. Ils n'ont pas droit à l'erreur, sinon, lorsqu'un problème arrive aux citoyens et à leurs biens, ceux qui seront tenus comme premiers responsables, ce sont ces officiers-là, à commencer par le gouvernement militaire. Lisons les textes de ce pays, surtout des textes qui réglementent la cité. Les gouverneurs militaires, les actes militaires et policiers, les officiers dans les opérations seront tenus responsables. Alors comment analysez-vous l'arrestation du général Filémon, chef des opérations contre les M23? Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce pays, j'ai aimé un jour, le premier citoyen de ce pays, M. Félix l'avait dit, que notre armée a un problème d'infiltration, et apparemment, c'est plus le business. Mais si j'ai tenu, dans un pays qui se respecte, le rôle premier de l'armée, c'est de protéger les citoyens. Mais chez nous, on abandonne les citoyens, et même les militaires, surtout les officiers, ils sont dans le business des véhicules, ils sont dans le business des minerais, ils sont dans le commerce, et c'est connu. Mais ils ne se préoccupent pas des problèmes de la défense et de la sécurité de notre pays. Voilà. Donc c'est comme ça. Écoutez, c'est comme ça. Nous devons encore retravailler le système de défense et mettre de côté des officiers. Voilà, on va revenir sur les propositions. Sylvain, il est temps peut-être d'ouvrir les standards et d'accueillir ceux qui viennent à peine de nous rejoindre dans cette émission où nous donnons au fait la latitude de pouvoir évaluer l'état des sièges décrété il y a plus d'une année, donc le 6 mai 2020. Et quels sont, selon vous, les résultats des opérations de la traque et neutralisation des groupes armés dans l'est de la République démocratique
démocratique du Congo et plus particulièrement au Nord Kivu et à Ituri. Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Un an après, quel bilan de l'état des sièges en RDC? Quasimoto, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à saluer notre invité qui est dans le plateau. Oui, s'agissant du bilan de l'état des sièges, selon moi, je vois que le bilan est quasiment négatif. Parce que depuis le 6 mai 2021, ça fait 1 année et 4 mois que le chef de l'État a décrété l'état des sièges, mais jusqu'à présent, rien ne marche. Ici, chez nous, ici, dans la province de Nord Kivu, ici, précisément à Bunagana, depuis que l'M23 a pris notre sol, rien ne marche. Nos populations vivent comme s'ils sont des étrangers là-bas, M. J.R. Selon moi, je vois que depuis le chef de l'État a décrété l'état des sièges jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, le bilan est quasiment négatif. Et ce que je peux compléter est que tant que la RDC ne sera pas venue au bout de ces conflits, les progrès resteront précaires, même dans les territoires éloignés du théâtre des hostilités. Vous savez que l'M23 a pris notre site de Bunagana. Je crois que par rapport, ces gens-là vont même récupérer la ville de Goma. Il faut faire attention avec ces gens-là. Et j'ai bien suivi ce que le secrétaire général des Nations Unies a parlé en disant que en disant que la force onusienne ils ne sont pas prêts à faire le combat avec l'M23 parce que les munitions que ces gens-là ils sont en train d'utiliser là-bas, eux n'en ont pas ça. C'était des problèmes de ça, M. J.R. Voilà, donc vous estimez quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez compris dans ces propos? Oui, selon moi, le bilan de l'état de siège est tellement négatif qu'on puisse annuler ça. Merci beaucoup. Merci Quasimoto. Alors on va prendre Kalo Kaloji. Kalo, vous êtes avec nous, bonjour. Et depuis Mbujimaï, vous intervenez. Bonjour M. Géré, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi, sauf les auditeurs de Mbujimaï, Kata Oriental qui ne captent pas la fréquence. Voilà, je crois que nos techniciens s'y emploient pour trouver une solution. Je crois que la situation elle est quasiment générale. Il y a certaines parties de nos provinces qui ne captent pas. Et nous avons reçu pas mal d'appels. Mais je crois que bientôt là, tout sera rétabli. Merci beaucoup. Alors Kalo, vous avez la parole. Mais je suis en train de dire comme les autres que la situation est tellement inquiétante, mais sinon, je vais demander aux Congolais d'échanger quand même leur narratif. Ici, j'aimerais dire que nous, Congolais, nous aimons toujours parler du négatif. C'est ça ce qui nous préoccupe, nous, c'est ce qui engraine notre sang. Pourquoi je l'ai dit? Je n'ai jamais entendu les Congolais qui déclarent quand même les points positifs, bien que le stade de siège n'a pas atteint les objectifs prévus, mais parler quand même d'un point seulement positif. Oui, mais Kalo, avez-vous une idée sur les objectifs assignés à l'état des sièges ou aux gouverneurs militaires ou aux athées militaires? Oui, effectivement, c'est le traque de groupes armés. Mais il faut aussi te poser la question. Alors, si cela était la mission, si cela a été la mission principale, la traque et neutralisation des groupes armés dans l'est de la République, est-ce que vous pouvez évaluer à ce jour le niveau de violence dans cette partie du pays, au nord Kivu et à Ituri? Mais monsieur Gérard, j'ai dit que le niveau de violence est tellement élevé. Je suis d'accord, mais moi mon problème ici c'est quoi? Quand nous parlons de l'état de siège aujourd'hui, il faut voir aussi dans quel contexte l'État congolais est en train de combattre contre toute la planète. Pourquoi je le dis? Même les propos que notre ami vient de parler, c'est le secrétaire a dit, j'ai dit que pour le moment, le Congo est tel, devant toute une multitude de nations. Maintenant, à cet état, moi je me demande, les gens qui disent aujourd'hui il faut arrêter, mais quand même j'ai appris, j'ai demandé aux amis qui sont là, il y a quand même des points où on tuait chaque jour dans des centres où on tuait, mais pour le moment c'est tellement éloigné. Bien continue, nous ne pouvons pas accepter, mais quand même c'est un avancé. Je dis aussi, quand on a commencé à déceler les gens qui sont impliqués dans des conflits avec les groupes armés, les autres qu'on a arrêtés par-ci par-là, c'est dans l'état de siège qu'on a fait cette histoire-là. Mais moi je me dis, ceux qui disent aujourd'hui d'enlever l'état de siège, ils proposent quoi à la place? Moi mon problème c'est qu'il faut proposer ce qu'il faut faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là,
On ne peut pas accepter d'enlever l'état de siège. Peut-être les gens sont... Oui, mais Kalo, je comprends un peu leur préoccupation. Avant, état de siège est égal à pendant l'état de siège. Pourquoi ne pas revenir seulement à la situation normale où l'autorité provinciale elle est civile? Comme ça, on essaye l'approche de dialogue parce que c'est vrai, comme l'a dit votre prédécesseur, il y a plusieurs disons voisins qui tirent ficelle dans cette affaire. Et pourquoi ne pas utiliser l'option du dialogue? Non, l'option de dialogue, moi je ne sais pas que cela est exclu. Même actuellement, là, l'esprit de dialogue est là, M. Gire. L'approche, moi j'aimerais que les gens nous proposent une approche, effectivement, qui doit donner les résultats. Et nous expliquer ce qui va se passer. Mais en matière de sécurité, ce qu'il faut retenir, M. Gire, le gouvernement ne peut pas nous dire tout haut que voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous a apporté aujourd'hui l'état de siège. Non. Et au niveau de la sécurité, il faut aussi se réserver de certaines choses, mais proposons quand même quelque chose. Moi, ce que je vais demander, d'abord, la première des choses, je vais demander aux gens de proposer. Et deuxièmement, je vais dire à ceux-là qui dirigent de ce côté-là, s'ils sont... Voilà. Alors, je vous libère par corps, parce que c'est une question directe. Sylvain Aguenoro, vous êtes avec nous comme invité. Quelle est votre réaction lorsque vous écoutez Kalo se plaindre? Pour lui, il estime que il faut qu'on laisse l'état de siège continuer. Pour quelles raisons et qu'est-ce qu'on proposerait? Vous proposez quoi concrètement? Bien, je voudrais saluer mon compatriote Kalo Kalonji. Je respecte son point de vue, mais aussi je salue mon ami Quasimoto. Vous avez, en répondant à cette question, vous avez soulevé une très belle interrogation. Quel est le résultat exact de l'état de siège? Mais M. Kalo doit comprendre 2 ou 3 choses. La première des choses, il faut faire la comparaison des tueries avant l'état de siège et pendant l'état de siège. S'il veut, on peut lui donner des statistiques qui sont très alarmantes. Je vais vous dire qu'avant l'état de siège, avec le gouvernement civil, on n'a pas vu des groupes armés tuer une centaine de gens dans un cas de déplacés. Quel a été le mécanisme mis en place par ce gouvernement civil pour arrêter cela? Deuxième chose, il y a la multiplication des prises en otage de certains compatriotes. Jusqu'à l'avant-hier, on continue encore à revendiquer aux gens de Codeco de libérer 17 sujets à lourd qui sont arrêtés. Et l'on ne sait pas exactement c'est quoi l'état de siège. Oui, mais il faut les rappeler. Il y a même des envoyés du chef de l'État qui étaient pris en otage. Si ma mémoire est très bonne, il y a voilà donc Thomas Lubanga et tous ceux qui étaient dans la délégation. Il faut le rappeler. Même certains militaires ont été pris en otage par Codeco, par exemple. Voilà, je voudrais arriver. Je voudrais arriver. Alors, lorsque vous observez les résultats de l'état de siège, et même avec la méthode appliquée par les animateurs, on se dit exactement que nous ne sommes pas dans l'état de siège, mais c'est les noms qu'on a collés à une gouvernance mise en place. Je vais dire à M. Kalo quelque chose. Lorsque vous observez les pratiques opérées par les gouverneurs militaires, elles ne sont pas différentes des pratiques des gouverneurs civils. Alors pourquoi l'état de siège doit continuer à exister? Il faut que nous puissions rentrer dans l'état normal, où les gouverneurs civils prennent leurs responsabilités et on a des zones des opérations précises où on doit traquer les groupes armés. Je vais vous dire une seule chose et c'est la vérité. La population, au début, avait besoin de l'état de siège comme cela a été décrété. Et on avait soutenu tous l'état de siège. Vous savez que quelqu'un va vous dire, il arrive à l'aéroport, je serai sans état d'âme contre les groupes armés. Mais jusqu'à avant-hier, lui-même dit qu'il ne peut pas s'attaquer à d'autres groupes armés puisqu'on est en négociation, Nairobi 1, 2, tout, on peut dire Nairobi 10, ça c'est son problème. Mais on se pose la question, M. Gère, aller sous les autres cieux lorsqu'on dit qu'on a décrété l'état de siège ou l'état d'urgence. C'est la frappe. On doit feuilleter dans des maisons des gens. Je n'ai même pas vu une seule opération où, pendant l'état de siège, on doit faire des patrouilles dans des maisons des gens et essayer un peu de voir qui sont mauvais dans la cité. Je ne vois pas. Je me rappelle l'année dernière, l'équipe de Parole aux auditeurs avait fait le déplacement des Goma. Et lorsque nous sommes arrivés, on a beau chercher à avoir les autorités sous l'état de siège,
c'était quasiment impossible. Il voulait même pas donner de la voix, même pas accorder à porte-parole l'occasion de s'exprimer, parce que en ce moment-là, on voulait quand même faire les bilans à mi-parcours, 3 mois après, pour alerter quand même sur certaines choses à réajuster. Bon, cela ne nous a pas été facile. Je vois encore Jean-Claude Siala qui était avec moi dans la délégation, en tant que réalisateur, en tant que technicien. Voilà, donc on s'est vraiment battu pour avoir les autorités militaires pour s'exprimer quant à ce. C'était pas possible. Merci beaucoup, Sylvain. On va revenir à vous. Hein. Le temps pour nous de reposer la question à Kalo. Kalo, je crois que vous avez eu la réponse, en tout cas en partie ou en totalité. Kaloji? Oui, effectivement, j'ai suivi votre invité. Effectivement, ça il dit, moi je ne peux pas le contredire. Moi, mon problème ici, dans tout ce qu'il a dit, j'ai vite compris. Mais le grand problème, c'est que lui qui parle, et moi, même vous, le CGR, nous ne sommes pas de la sécurité. La sécurité a aussi certains éléments plutôt que nous ne pouvons pas déceler aujourd'hui là. Ce qu'il a dit, je suis d'accord, mais il faut voir quelle approche normalement on doit tenir, mais nous sommes en face d'une planète contre la RDC. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, Olivier, vous êtes à Kikwit. Olivier, bonjour. Oui, bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs et à l'invité. Alors, partagez-vous le point de vue des Kalo, la RDC en face de plusieurs traîtres ou de plusieurs complicités? Bon, plusieurs traîtres, oui, plusieurs complicités, oui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon père, c'est que il ne veut pas que on supprime l'état de siège ou qu'on passe à autre chose. Je crois que c'est là une erreur qu'il commet, parce que j'ai l'impression que M. Kalo ne voit pas très bien ce qui se passe à l'Est. Depuis que l'état de siège a été installé, il est clair, tous les observateurs et tous les spécialistes qui ont été envoyés là-bas sont revenus avec la même conclusion. L'état de siège a été un échec. Alors, face à un échec, il n'y a pas d'autre solution que de changer de stratégie. Et pour moi, la seule stratégie qui peut marcher, c'est d'abord de passer à autre chose, faire partir tous les militaires qui ont été envoyés là-bas pour gérer l'état de siège et revenir à la gestion civile. Ça, c'est une chose indiscutable pour moi. Et lorsque on revient sur ça, eh bien, on renforce, on cherche maintenant à corriger les causes des échecs. Parce que jusque-là, les militaires ont montré leur faiblesse. Et donc, je pense que c'est un problème d'organisation. Et en dehors de l'organisation, il y a un problème de complicité qu'on ne veut pas dénoncer depuis longtemps. Si vous prenez ce qui se passe à Nitouri, le président lui-même a dit pendant longtemps que les malfaiteurs sont même au sein de l'armée. Et nous, on attendait que tous ces gens soient mis hors d'état de nuire. Mais on ne voit jamais des décisions pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes-là. Donc c'est là la difficulté. Le problème, c'est l'armée. Refaire l'armée, mais et l'armée fera son travail en dehors de la gestion de la province. On ne peut pas dire qu'une gestion militaire est plus efficace que la gestion des civils. Je pense que ce qui se passe dans l'Ituri, ce qui se passe dans le Nord Kivu, c'est une démonstration de l'échec et de l'impuissance de l'armée. Et donc je crois que... Alors si je m'en tiens en partie au rapport de l'évaluation de l'état des sièges par une commission de l'Assemblée nationale, il a été dit, en tout cas je l'ai dit comme ça, rapidement, c'était pas seulement la quintessence de la conclusion, il y a eu, ils ont décelé le manque de préparation et les dépassements budgétaires. Est-ce que vous avez également une idée dans ce sens-là, Olivier? Non, moi je reviens sur une chose, M. Hier, c'est que la conclusion, en une seule phrase, ça signifie qu'ils n'ont pas voulu dire que c'est un échec total. Et c'est ça, je crois, le plus important que tout le monde doit retenir. C'est un échec, et donc on doit revoir la stratégie. La question des dépassements budgétaires, ça c'est une question qui relève encore de notre aspect, mais la réalité pour la population, c'est que la population ne voit pas ce que l'état de siège a fait. Au contraire, aujourd'hui, les victimes se comptent à millions. Je crois que l'invité a bien dit, le nombre de victimes a augmenté. Ça, c'est une chose. Et nous avons une deuxième chose, c'est que nous sommes en train d'aller de négociation en négociation, et je ne sais pas si l'état de siège avait pour objectif de
de faire la négociation ou carrément de neutraliser les malfaiteurs. Alors, ce qui se passe à l'Est, moi je crois qu'il faut faire une liaison avec ce qui est en train de se passer à Kwamoutou et au Maïndome de manière générale. C'est ça la conséquence. Merci beaucoup Olivier d'avoir appelé des Kikwit. Alors on va prendre Amos. Amos, vous nous avez également rejoint, vous êtes à Bukavu. Bonjour JR, bonjour à tous les invités de la radio Okapi, bonjour à l'invité. Vous êtes à Bukavu qui n'est pas sous l'état de siège, mais vous avez en tant qu'acteur de la société civile suivi de près l'évolution de cette situation exceptionnelle dans dans l'une des parties est de la République démocratique du Congo, notamment au Nord Kivu et à Ituri. Alors comment évaluez-vous un an après ces bilans et ce qui propose par exemple que les animateurs soient mis à l'accusation? Vous partagez cet avis? Tout à fait, JR. Je pense que finalement l'État a fini par nous donner raison, parce qu'au début, nous avons eu à dire qu'on est allé vite en besogne. Ce qui est vrai, l'état de siège est constitutionnel, mais on est allé vite en besogne au lieu d'abord de mener une étude, de comprendre la situation sur le terrain, les causes de l'insécurité à l'Est. Avant de lancer cet état de siège, il y a eu du populisme. Ce qui a prouvé réellement qu'il y a jusque-là un problème d'un leadership responsable en RDC. Et c'est ça qui profite, que ce soit la communauté internationale, que ce soit certains de nos pays voisins, pour continuer à nous humilier. S'agissant de cet état de siège, moi-même j'avais eu à dire que le problème était ailleurs. Et c'est ce qu'il fallait comprendre. Mais les animateurs des institutions de l'état de siège, est-ce qu'ils maîtrisaient ce qu'ils sont venus faire? Ou ils sont tout simplement partis pour qu'ils deviennent gouverneurs, pour qu'ils deviennent maires de ville, chefs de quartier, bourgmestres et autres? C'est ça la question. Est-ce que dès qu'ils sont arrivés, ont-ils fait réellement la mission pour laquelle ils ont été envoyés? Parce qu'il y a eu même des rapports, je vais loin, laissant entendre qu'au lieu qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été nommés, certains se sont même donnés dans des affaires de minerais. Ils sont devenus aussi des opérateurs économiques. Et ça fâchait tout le monde. Et aujourd'hui, sur le terrain, au lieu que la situation s'améliore, elle s'empire davantage. Alors, on a annoncé l'arrivée du Premier ministre, notamment à Bunia, où il est attendu. Pensez-vous que ça sera une valeur ajoutée, cette visite? Ça sera une occasion aussi pour nous apporter des solutions idoines? À mon avis, c'est une promenade de santé. C'est une promenade de santé JR, parce que le problème est connu. D'ailleurs, je voulais juste te dire quoi. Quand on constate que l'Ouganda lui-même est derrière ceux qui nous agressent, mais ce sont des militaires ougandais qui sont toujours dans des opérations conjointes en Ituri. Quelle contradiction de nos dirigeants. Ce qui prouve à suffisance qu'ils ne savent pas dans quoi ils sont. Dire que Sama Lukonde, j'ai vu la délégation, mais c'est une promenade de santé à mon avis. D'ailleurs, ils devaient rester à Kinshasa. Parce que qu'ils aillent en Ituri ou à Goma, rien ne va changer et la situation va demeurer telle que. Moi, je pense que c'est une interpellation à l'égard du peuple congolais. Cherchons à élire des élus responsables qui vont amener à la RDC d'avoir un leadership responsable pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que un État sérieux comme première mission régalienne. Voilà, donc c'est un travail qui doit être fait par vous, de la société civile, pour un vote utile, pour un vote important, afin d'arriver à résoudre ce problème selon ce que vous venez de dire, Amos. Merci beaucoup. Alors on va prendre Maître Edmond. Maître Edmond, vous êtes avec nous, nous vous gardons en ligne. L'état pour nous d'écouter d'abord la réaction de Sylvain Aguenoro. Sylvain, vous êtes avec nous en tant qu'invité. Oui, je voudrais commencer par la réaction de mon frère Amos, que je salue, un parti de Bukavu. Il soulève un élément très important, l'affairisme dans la gouvernance du secteur de la défense dans notre pays. Mais je l'ai toujours dit, un État, c'est avant tout la puissance de son armée. Nous parlons de l'évaluation de l'état de siège et suivi et tout. Je dois ici vous dire sincèrement que lorsqu'on observe la façon dont l'état de siège fonctionne avec une multitude d'armées, vous pouvez appeler ça mutualisation, c'est votre problème, mais en réalité, nous ne sommes pas sérieux en matière de la gouvernance de notre secteur de défense. Les secrets de l'État
ou même, je vais dire, le respect qu'on donne à un État, c'est la puissance de son armée. Rentrons sur le sujet du jour. Pourquoi les FARDC, notre armée, ne peuvent pas mettre à déroute les groupes armés? Amos l'a dit, l'affairisme, et même Olivier de Kikwit a essayé de parler de ça lorsque vous soulevez la question du budget. Mais nous avons été en contact avec certains ministères à Kinshasa. Le détournement des budgets de la défense, des opérations sur le terrain par les officiers, et le président un jour l'a si bien dit, je crois que nous avons un problème très sérieux au niveau de la défense, et c'est là où je vous dis, ce n'est pas en mettant en tête un militaire, disons en tête de nos provinces, un militaire, qu'on va résoudre la question de la sécurité à l'est du pays. Mais le problème ici, c'est la réorganisation d'un système de défense et de sécurité, ce qui permettra que nous puissions maintenir l'est du pays dans... Oui, mais en mettant en tête un militaire, c'est quand même une approche dissuasive. Non, écoutez, mais c'est quel type de militaire? Ici, c'est connu. Nous avons des gens qui sont dans l'affaire, au lieu de s'occuper de la sécurité de la nation. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous soyons sérieux, monsieur le journaliste. Je dis ici, je parle comme un patriote, comme un Congolais. C'est que lorsque nous observons les armées d'autres pays, on voit un peu de sérieux. Mais chez nous, vous avez vu où est-ce que tous les officiers généraux ont des bars, des restaurants, où ils en font des affaires? Quand est-ce qu'ils vont s'occuper de la question de la sécurité des citoyens et de leurs biens? Aujourd'hui, l'état de siège a été un échec partant, tout simplement, puisque vous avez appris, on a arrêté combien on a arrêté des militaires en train de vendre des munitions. Et comment voulez-vous faire croire aux gens qu'en mettant, qu'en mettant les militaires à la tête de nos entités provinciales, nous aurons la sécurité. Et je vais aussi dire ici... Donc si je comprends bien, pour vous, vous allez appeler au retour du pouvoir civil dans les provinces, dans les deux provinces. Nous devons restaurer... Donc pour vous, il y a urgence. Il y a de l'urgence. C'est très urgent. Et vous savez pourquoi, monsieur Gère? Je ne l'ai pas dit au début. Le problème de l'Est du pays, c'est un problème de la gouvernance, des aspirations d'un peuple. Et c'est là où je dis que l'approche qui doit nous ramener à la solution ici, c'est une approche holistique où on prend en compte tous les aspects de la vie d'un État. Alors voilà pourquoi le chef de l'État a proposé une table ronde qui prendra en compte toutes ces personnalités du gouvernement, des députés, ainsi que des services de sécurité. Sur cette question. Non, mais c'est GR. Nous fonctionnons déjà avec des institutions constitutionnellement établies. Nous avons l'institution présidente qui existe et elle n'est pas morte. Nous avons le Parlement qui existe et nous avons les cours de tribunaux qui existent. Est-ce qu'il faudra un autre cadre? Toutefois, tout le temps, ils sont en communication, puisque nous sommes dans un système du rouage de la gestion de l'État à travers toutes les institutions établies par notre Constitution. Je ne vois pas à travers quel autre cadre. Pourquoi nous avons des ministères attitrés? Nous avons un ministère qui est chargé de la défense et de la sécurité. Nous avons un ministère qui est chargé des budgets pour financer les secteurs. Je crois qu'il faut y mettre du sérieux. Le problème, c'est que nous nous comportons comme des mercenaires. C'est comme si ces pays ne nous appartenaient pas. Alors nous avons vu le ministre de la Défense, je crois si ma mémoire est très bonne, visiter la Russie. Il y a eu certains accords et certains partenariats qui est en vue. Alors donc je pense que c'est tout ça, c'est dans le cadre de la recherche des solutions. Lorsque un État se reconstitue comme le nôtre, il faut chercher des partenariats qui renforcent votre capacité de gouvernance. C'est tout à fait normal que la RDC court derrière des partenaires qui peuvent fiabiliser notre système de gouvernance dans le secteur de la défense. C'est tout à fait normal. Mais le problème ici, M. Gère, nous-mêmes en tant que Congolais, mais comment est-ce qu'on se pose des questions à l'époque de Mobutu? Un seul militaire phase pouvait chasser 10 militaires ougandais, 10 militaires rwandais. Qu'est-ce qui a changé? Je crois que, comme quelqu'un l'a dit, Olivier, comme Amos, il l'a répété, nous sommes dans un système de leadership très négatif et très bas. Et je dis bien, aussi longtemps que les Congolais ne mettra pas l'intérêt du pays au devant de toutes les actions,
rien ne marchera. Voilà. Sylvain Guénero, on reviendra à vous. Ils sont nombreux à avoir souhaité intervenir dans cette émission. On va leur accorder la parole et nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Et également, ils sont les bienvenus dans ces débats sur le résultat des opérations de la traque et neutralisation des groupes armés dans l'est de la RDC. Selon plusieurs observateurs, les résultats là, il est peu positif malgré l'état des sièges décrété il y a plus d'une année. Bienvenue à tous. Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Kapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Kapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de Kapi Service. Parole aux auditeurs. Merci encore de votre fidélité à Radio Kapi. Déjà été prorogé à 23 reprises et le niveau des violences n'a pas baissé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Faut-il arrêter l'état des sièges? Et que faire des animateurs de l'état des sièges qui ont failli à la mission leur confiée par le chef de l'État, conformément aux dispositions des articles 38, 39, 40, 41 jusqu'à 144 du Code pénal militaire. Maître Edmond, vous nous avez rejoint également. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gère, bonjour à l'invité. Vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Oui, monsieur Gère, je pense que ceux qui disent que les résultats sont positifs, je pense que j'attendais d'eux qu'ils nous disent que les résultats sont mitigés et négatifs. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent et ils avancent que les résultats sont positifs, c'est-à-dire qu'il y a des avancées, il y a quelques résultats qui sont là, palpables, malgré que la défense ne peut pas manquer du côté de l'armée congolaise. C'est-à-dire que l'état de siège n'a pas produit un résultat mitigé, mais le résultat est très positif. Voilà. Mais je pense que ici, M. Gère, je pense que c'est à travers ces régimes exceptionnels d'état de siège que nous avions pu déceler que le Rwanda s'écarte derrière 1-23. Combien de fois le 1-23, par exemple, allait au Nord Kivu, attaquait le Nord Kivu depuis 2010, 11, 12, 15, mais on n'a jamais décelé cet aspect des choses. C'est l'état de siège qui a fait que... Mais oui, mais Edmond, je crois que nous avons tous la mémoire, et les auditeurs qui nous suivent, les CNDP, à l'époque, je crois qu'il y a même des voix qui se sont levées pour dire qu'il y avait les Rwandais qui tiraient ficelle, même si par le passé personne ne le croyait, mais quand il y a eu, disons, recul comme base arrière du CNDP, on s'est rendu compte qu'il y a eu certains responsables de CNDP qui sont allés se réfugier au Rwanda et qui sont jamais rentrés à RDC. Oui, M. Gère, ça c'est ce que je disais à l'époque, c'était comme un secret de polichinelle. Mais cette fois-ci, vous avez suivi, c'est le président qui a déclaré ça. C'est le président qui déclare que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23. Moi, je pense que l'état de siège a produit des résultats. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne saura pas s'attaquer aux animateurs. Et les animateurs n'ont pas eu la charge, par exemple, d'aller faire la guerre contre le Rwanda, parce que la guerre doit être déclarée par le magistrat suprême, le commandant suprême des armées. Donc, ils ont fait leur travail. C'est maintenant au gouvernement, si chacun de nous pourrait contribuer les idées, sur le plan logistique également, pour que ces animateurs puissent produire un résultat efficient, il faut qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, je pense que mettre en berne le résultat ainsi que les efforts fournis par les animateurs conformément à la loi, je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi. Je pense que c'est aujourd'hui le problème de la sécurité de l'Est n'est pas le problème du chef de l'État, n'est pas le problème des animateurs, de l'État de siège, c'est le problème des Congolais. Si aujourd'hui les Congolais sont complices, jusqu'aujourd'hui sont complices de ces rebelles-là, mais en quoi nous allons condamner les animateurs, même le chef de l'État? Alors, si vous évoquez, je crois que nous allons nous permettre peut-être de faire une petite comparaison. C'est comme si l'histoire se répète. Les régimes passés avaient invité le Rwanda pour une patrouille commune, et le régime actuel invite l'Ouganda pour la mutualisation des forces. Est-ce que vous ne pensez pas, en tant que juriste, ce sont les mêmes approches, et c'est comme si l'affaire est dictée ailleurs?
Oui, M. Gère, moi je pense que je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent qu'il faut négocier, il faut des approches dans le sens de se mettre dans une table, trouver un accommodement avec l'Ouganda, avec le Rwanda, se mettre ensemble, mutualiser les forces. Moi je n'ai jamais été pour ça. Moi je pense que comme nous sommes injustement attaqués, nous devons s'armer sur le plan logistique et militaire afin de riposter. Donc c'est ça, on ne peut pas continuer à dorloter, avoir des engagements, des accords. Depuis longtemps, il y a toujours des accords, et qui ne produisent pas un résultat escompté, et on ne doit pas se prosterner devant ces rebelles. Je pense que nous devons appuyer les militaires qui sont à la charge des provinces. Et aujourd'hui, on ne saura pas dire que parce que le retour des civils à la tête des provinces va résoudre le problème. Au contraire, ce sera encore grave. Moi, je pense que depuis que l'État de Sahel a été institué, il y a quand même une minoration des rebelles, une minoration des militaires dans ces deux parties par rapport aux époques anciennes. Donc, il faut qu'on soit reconnaissant et qu'on puisse encourager les présidents de la République ainsi que les forces armées à pouvoir amorcer et continuer l'opération jusqu'à ce que le groupe rebelle et ainsi que le Rwanda soit totalement maîtrisé. Merci beaucoup, Maître Edmond Mbokolo, d'avoir appelé de Kinshasa, j'imagine, parce que vous n'êtes pas à Dakar. Voilà, on va prendre également notre auditeur qui nous a rejoint pour intervenir dans cette émission, Marie-Paul, qui est à Tchopo. Marie-Paul, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste. Voilà, vous avez la parole. Quel est votre avis? Oui, je salue d'abord votre invité ainsi que tous les auditeurs de la radio Okapi. Écoutez, monsieur le journaliste, la déclaration de l'état de siège au nord et en Ituri par le président de la République démocratique du Congo a été une décision politique et technique. Et c'est une décision qui a été prise un peu à la hâte, ça procédé par l'autopsie réelle de la situation de l'insécurité grandissante dans ces coins du pays. Et nous le disons parce que aujourd'hui là, les résultats escomptés n'est toujours pas au rendez-vous. On peut bien dire des choses. On trouve que les résultats n'est pas au rendez-vous parce que nous savons bien les rôles qui sont dévolus aux militaires dans un État. Ils doivent assurer l'intégrité territoriale, mais nous ne sommes pas intègres aujourd'hui. Il y a des territoires qui sont dans la prise des rebelles. Là, c'est une faillite. Alors, parce qu'on avait mis la charrie devant le bœuf, il y a lieu maintenant qu'on puisse remettre dans ces deux provinces les gouvernements civils, parce que nous avons vu que c'était impassable et les mêmes militaires qui ont échoué, qui n'ont pas réussi à mettre hors état de nuit les mêmes rebelles, reviennent fort lorsqu'on leur confie la gestion. Non, je crois que c'est quelque chose qui était d'avance prêté à un échec. Donc on doit remettre le gouvernement aux civils. Et tous ces animateurs qui ont réussi à gouverner les deux provinces, mais qui ont failli étant militaires, moi je crois que ils doivent être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés parce que ils ne sont pas à la hauteur de leur mission. Ils ne sont pas à la hauteur de leur mission. Et ils nous ont montré leur faillite. Et par conséquent, il faudrait que la justice soit dite. Et cela va maintenant instruire les uns les autres à bien vouloir se mettre au bain des responsabilités qu'on leur confie. Alors, à mon avis, le président de la République doit justement retourner ces deux provinces à l'administration civile. Et en retournant ces deux provinces à l'administration civile, il y a bien évidemment des actions qui peuvent être amenées pour essayer de pacifier cette partie du pays. Et parmi ces actions, il y a entre autres, le président doit renouer le partenariat avec une grande puissance, en fait de traquer toutes ces forces négatives dans ces parties du pays. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, le président toutes les autorités de la RDC doivent s'investir pour sécuriser les frontières et contrôler systématiquement l'exploitation des minéraux dans ces deux provinces, parce que nous savons que c'est l'exploitation des minéraux qui est à la base de toutes ces atrocités et de toutes ces violations des droits de l'homme qui connaissent les Congolais dans cette partie, pourquoi pas dans tous les pays. En troisième lieu, on doit traduire en justice pour des faits punitifs tous ceux-là qui sont en mèche avec ces forces négatives. Je crois qu'il y a quand même des gens qui sont actifs dans ces forces. Et de ce point de vue-là, les FARDC doivent absolument, parce que
elles ont montré, bien entendu, leur faillite. Et la RDC doivent nécessairement être refondée. Et les systèmes de sécurité et de défense dans notre pays doivent être revus pour essayer de redynamiser un peu les FRDC dans notre pays. Je crois qu'avec, si on procède de cette façon, nous allons peut-être avoir un peu de calme dans cette partie du pays. Merci beaucoup, Marie-Paul, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission depuis la Chopo, la province de la Chopo. Alors, on va prendre un dernier, Pierre Moussafiri. Pierre Moussafiri, vous êtes avec nous? Bonjour Gérard et bonjour à notre invité Olivier et à tous les auditeurs de la radio Capi. Alors, que proposez-vous? Faut-il arrêter l'état de siège et mettre à l'accusation des animateurs de cette situation exceptionnelle? Merci beaucoup pour la parole accordée, M. Juer. Je veux commencer par dire qu'au lendemain de l'instauration de l'état de siège, nous avons dit que rien ne sortira de spécial si on n'arrive pas à appliquer quelques changements au niveau de la DGM, les remplacements des militaires et officiers qui étaient dans ces deux provinces avant l'état de siège, mais aussi de renforcer les services de renseignement dans ces deux provinces pour permettre à démanteler les réseaux mafieux qui peuvent être derrière cette sécurité. Mais cela n'avait pas été fait. Voilà maintenant que plus d'une année après la situation sécuritaire dans ces deux provinces reste toujours inquiétante, ça situe quelques avancées observées pendant cet état de siège comparativement à son objectif. Donc, dire que l'état de siège a déjà montré ses limites et son incapacité dans ces deux provinces, on ne sera pas en train de mentir ni critiquer les autorités militaires, vu qu'elles... Oui, mais vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Quelle lecture faites-vous? Parce que c'est vous qui êtes témoin, vous vivez cette situation. Redoutez-vous, comme l'a dit un de vos prédécesseurs, qu'il y a risque de voir les M23, récupérer également Goma? Mais c'est tout à fait normal, vu comment les opérations sont en train d'être menées avec le décès de notre colonel qui a été empoisonné ici récemment, et avec l'arrestation du colonel Yav, nous comprenons, nous remarquons que dans notre armée, il y a beaucoup de complices, mais aussi des infiltrés, qui peuvent faciliter que notre ville de Goma soit occupée par les rebelles de M23. Donc l'état de siège a déjà montré ses limites et ses capacités dans ces deux provinces. Voilà, merci beaucoup. On ne sera pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent intervenir dans cette émission, mais on va prendre un dernier auditeur avant de conclure cette émission avec Sylvain Aguenero. Alors, Simon Siloulou, vous êtes avec nous? Oui, Simon Siloulou depuis Matadi, Congo central. Nous pensons que la situation telle qu'elle se présente, même nous félicitons réellement les avocats de la République qui ont réussi à remporter cette victoire, même si les choses ne se sont pas passées telles qu'il était demandé, parce que les montants... Alors Simon, faut-il arrêter l'état de siège ou continuer après 23 prorogation? Voilà, donc est-ce qu'il faut arrêter ou continuer? Oui, l'état de siège, moi je pense que tel que vous avez suggéré ça, et nous pensons réellement que les résultats seront toujours peu probables aussi longtemps que les traîtres et les infiltrés ne seront jamais tous démasqués, car ils joueront toujours contre les forces armées congolaises. Deuxième point, les Nations Unies, tant que les Nations Unies ne jouent pas un franc jeu et ne sautera pas, ne va pas ôter dans sa gestion ou position ambiguë de sanctionner les pays cités des complices par les rapports des experts des Nations Unies. Jusqu'aujourd'hui, ces rapports n'ont jamais été publiés, alors que ces rapports donnent raison à la RDC. Voilà, le chef de l'État a réitéré encore le vœu de voir ces rapports être distribués et mis à la disposition de tout le monde. Merci beaucoup. Merci Simon. On va conclure cette émission, en tout cas en une ou deux phrases, avec vous, Sylvain Aguenero. Vous êtes analyste politique, chercheur en matière de sécurité et président de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté. Qu'est-ce qu'on peut conclure dans cette émission? Pour vous, vous maintenez et signez que finalement l'état de siège doit être supprimé?
Il faut répondre à votre question. Faudra-t-il arrêter l'état de siège? Je dis oui, puisque le résultat est négatif. Et tout le monde le sait. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fera de ces animateurs? Le code pénal militaire congolais est clair. Les officiers militaires qui ont été mis à tête de nos deux provinces et même de nos entités territoriales décentralisées devront répondre devant les instances compétentes. Je vous dis ici, nous avons déjà inscrit à la société civile. Il y a un monitoring qui s'est fait. On est en train de faire l'inventaire de toutes les personnes qui sont mortes pendant l'état de siège, toutes les personnes qui sont décapitées, toutes les maisons qui sont brûlées, les véhicules endommagés. Ça sera à la tête de ceux envers qui nous allons demander compte, nous, populations. Je dois ici dire, pour mettre 10 mots, lorsqu'il dit que l'affaire de l'Est, c'est l'affaire de la population, non pas du chef de l'État, non. C'est l'affaire du chef de l'État. Un jour, il va répondre. Vous savez, sous les autres essiers, lorsque vous êtes un fonctionnaire public, un fonctionnaire de l'État, vous rendez compte. Il faut que les gens le sachent dès à présent. Quand vous prenez une responsabilité, il faut la prendre avec le sens des responsabilités, excusez-moi pour la tautologie, et non pas de légèreté. Ce qui se passe à l'est du pays, ça veut dire au nord Kivu et en Ituri, c'est un drame, c'est un crime contre l'humanité. Un jour, les acteurs vont répondre de leurs actes. Que ce soit les groupes armés, que ce soit ceux à qui on a donné la responsabilité de gouvernance de nos aspirations, ils devront se tenir devant la barre pour dire comment est-ce que vous n'avez pas si empêché qu'on puisse tuer 100, 200, 300 personnes. Pourtant, vous aviez eu tous les moyens mis à votre disposition par le gouvernement et ces moyens sont causés par le peuple. Donc, j'ai conclu à 10 ans, l'état de siège a échoué, le président de la République doit prendre le courage de retirer son ordonnance et de retourner les autorités civiles à fonction, afin que ceux-ci viennent implémenter la politique holistique qui prendra en compte l'aspect sécuritaire, l'aspect social, l'aspect économique et tout. Merci. C'est de cette façon-là que nous allons résoudre les problèmes de l'Est du pays. Sylvain Aguenoro, président de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté, chercheur en matière de sécurité, analyste politique et cadre du Nouvel Élan. Alors, bande kotolandi wana, moto a Nouvel Élan a dupé ma question naï. Donc, bango balingi état de siège te. Donc, ça, tu comprends, bon comprendre qu'à moto y a Nouvel Élan. Donc, ils en sont. Alors, bande kotolandi bisonyos. Si tu ne kouana beno a une question, il y a lingi état de siège. Alors, et belé balingi te, la majorité. Mais ne kouana me ko expliquer te ba luka pe alternative musu mais état de siège continue. Le combat fort régional Bazakuya, état de siège continue. Mais personnellement, nazo mona tema beni les années état de siège. Problème to zanango, il faut penza total makambo bien. Mboka eko continue boyeti. Ba situation oyo bandeko. Eza ba situation moko. Ozo mona pena trahison à l'est. Ezo pesa soni, pasi, pemawa. Mais eloni to sala. Biso nyonso tanto omona makamba boye ozomona penaki ezosalama bandeko tolandi bango mais Sama Lukonde awuti ko sala nde tozomona wana awuti kuna. Alors après mission d'évaluation c'est la chef de l'État mais bateau il fallait bazela makambo nyonso Sama Lukonde apesa rapport pas Sama Lukonde apesa rapport. Voilà la situation ya onto esa ba congolais été. Donc oyo kaka ya koyinda moto eza kopela mais bandeko ndeka tolandi yango. Donc biso nyonso tozomona ki ya un problème mais suite koya. Alors bandeko bino pe bo pesa ba commentaire a mingi ate bo continuer nde tolandi biso nyonso parce situation eza mobulu. Alors eloko tozo senga na bandeko nyonso ete ndenge tozomona état de siège nga nazomona ke ezaki pena mabe te mais soki otali meneva otali liboso état de siège na après changement me pene ya mingi te kamuki changement eza na niveau ki bamilitaire bapavin kokanga bato ebele mais na lera bacivile baza kokanga bato te. C'est ça le problème. Alors bandeko na ngai tozala connecté parce que
toujours la même émission qui te commis vous s'abonner vous meka ko partager aider Congo yo et comme chaîne monene poto supporter mboka alors bande konangai c'est à ce point comment clôturer émission vous s'abonner massivement vous partager au revoir à la prochaine.